politique ce matin. C'est Carl Olive, maire d'hiver droite de Poissy, dans les Yvelines. Bonjour Carl Olive. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile. Face à la flambée de Covid à Nice, il pourrait y avoir un confinement localisé pendant le week-end. La même mesure a été demandée d'ailleurs et est toujours réclamée aussi en Moselle. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre des mesures territoriales ? Vous savez, la gestion du Covid, Patrick Roger, c'est pas une science, ça se saurait. Depuis un an, on a vu une cacophonie politico-sanitaire, médicale complète, de gauche comme de droite. On nous disait un jour il faut porter le masque, le surlendemain c'est pas la peine. On entendait les sachants et on n'avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Je crois que la territorialisation, ça peut être une belle idée. Force est de constater que les taux d'incidence sont très importants. Force est de constater que le niveau des urgences notamment et la déprogrammation, ce qu'on appelle dans les hôpitaux, là c'est inquiétant. Et je pense que la porte d'entrée finalement c'est celle-ci. Ce sont les centres hospitaliers qui vont donner le là par rapport à cela. De faire de la territorialisation, vous savez, les maires de France, c'est ce qu'ils réclament. Donc si jamais Christian Estrosi, qui est à mon sens le mieux placé pour connaître son territoire, réclame justement un confinement le week-end ou un confinement par exemple sur 4 ou 5 jours de façon ciblée, ça va certainement dans le sens que souhaitent les Niçois et les habitants du territoire. Oui, alors pour l'Île-de-France comme sur le reste de la France, on parlait de desserrement possible. Là, c'est même l'inverse, puisqu'on a entendu Gabriel Attal qui dit qu'on va peut-être justement essayer de serrer les choses, quoi. Encore une fois, le thermomètre, Patrick Roger, c'est celui qui nous vient de nos hôpitaux. Il se trouve que je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Oui. Aujourd'hui, les niveaux sont plutôt stables et ne sont pas plus inquiétants que cela. En revanche, le variant anglais, on le voit bien, commence à faire des dégâts. Donc, chez moi, par exemple, j'oblige le port du masque sur l'ensemble du domaine public. Oui. Et du côté de la vaccination, alors, parce que les médecins généralistes vont pouvoir commencer à vacciner cette semaine, notamment avec AstraZeneca. Ça avance bien chez vous ou pas ? Oui, alors on a ouvert le premier centre communal de France qui s'appelle chez Morissette, où encore depuis ce matin, on sait que cette semaine on aura quelques 600 administrés qui seront vaccinés. D'ailleurs de Poissy et d'ailleurs, c'est important de le dire. Au centre hospitalier intercommunal, les professionnels de santé sont également vaccinés. On n'a pas d'effet secondaire plus que cela. Parce qu'il y a des personnels soignants qui redoutent un tout petit peu et qui passent leur tour en disant le AstraZeneca est peut-être moins efficace. Patrick Roger, je ne sais pas si vous avez fait le service national. Moi, je l'ai fait 91-10, promotion 91-10. Quand on était enfermé pendant 3 jours parce qu'on nous faisait tous les vaccins de la Terre, on avait quelques effets secondaires. Mais c'est comme quand vous partez en Afrique. Oui, mais il y avait plus de recul. Il y avait plus de recul aussi, quand même, quoi. Oui, avec l'ensemble des vaccins. Oui, si c'est pour attendre l'arrivée du tiercé pour donner l'ordre des chevaux, à ce moment-là, on peut attendre longtemps. Oui. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, propose un menu unique sans viande dans les cantines de la ville pour permettre une meilleure organisation en raison du Covid. Il faut préciser que Gérard Collomb avait pris la même mesure au printemps dernier. Est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien, cette polémique là qui a été déclenchée, ou alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative ? Je pensais qu'il y avait que les tomates qui étaient farcies. Oui. Vraisemblablement non. Je veux juste te dire, quand on a ce type d'idées à prendre et qu'on vient les mettre sur le dos de la commodité, alors il ne faut pas se demander pourquoi de temps en temps nos gamins dans ces cantines, qui viennent parfois des quartiers populaires, c'est le cas à Lyon comme dans d'autres territoires, sont souvent à l'occasion de ces repas le seul moment où ils vont pouvoir manger équilibré. Il faudra m'expliquer comment c'est plus commode de faire cuire par exemple de la viande que de respecter la chaîne du froid pour les produits laitiers. Franchement, il faut être zinzin. Ouais. Non mais franchement, faut être zinzin. À ce point-là ? Ah oui, mais quand je dis qu'il y a que les tomates qui sont farcies, je pense qu'à un moment donné, il faut être en face et en adéquation par rapport à la réalité. Mais vous vous rendez compte de cela ? Et puis demain, quelqu'un va dire finalement les légumes verts, c'est aussi un peu compliqué à mettre en place. Non, il faut arrêter. Vous pensez qu'il y a de l'idéologie derrière ? Mais bien sûr, mais je veux dire, excusez-moi, mais non, mais Gérard Collomb avait pris la même décision, c'est pour ça aussi. Pardonnez-moi, Patrick Roger, on voit bien qu'il y a une espèce de microclimat chez les maires écologistes depuis mars 2020. Vous prenez Bordeaux, vous prenez Lyon notamment. On a parfois des décisions qui sont en dehors du sens commun. Enfin, c'est quand même incroyable. À un moment donné, je vais vous donner un petit exemple. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire, nous, à Poissy? Ça me permet de faire un petit clin d'œil. On est sur un label anti-gaspillage. Toutes les denrées non périssables, à partir de demain, on va les livrer dans une résidence pour étudiants. Et 147 étudiants sur une épicerie solidaire
entre guillemets, tous les mardis vont pouvoir bénéficier de fruits, de briquettes, de jus de fruits, par exemple, parce que eux sont en proie à des difficultés et se posent pas la question si c'est commode ou pas commode que de pouvoir avoir tel ou tel produit. Franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis pincé. Oui. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, persiste et signe malgré la demande de démission par 600 universitaires. Elle se défend de ses propos sur l'islamisme, sur l'islamo-gauchisme qui gangrènerait la société et l'université. Est-ce qu'elle a raison de maintenir en fait cette enquête ? Écoutez, on a tous le droit de faire des enquêtes sur ce domaine-là comme dans d'autres. Donc, il n'y a pas à crier au scandale qui est effectivement une enquête. Est-ce que la séquence est la bonne pour faire cette enquête ? Là, je suis plus réservé. Je pense que c'est un peu maladroit au moment où sort, par exemple, la loi sur le séparatisme et les principes républicains. Maintenant, moi, je vais vous dire... C'était peut-être en parallèle, justement, qu'elle voulait appuyer. Alors, très honnêtement, quand on fait de la communication dans le savoir-faire et le faire savoir, et c'est pas à vous que je vais le dire, il y a un moment donné, il faut aussi choisir son timing. Vous faisiez ça il y a 4 semaines ou 5 semaines, ça passait peut-être un tout petit peu mieux, et il n'y a pas à crier au scandale par rapport à cela. Je vais vous dire. Il y avait d'autres priorités en ce moment. Moi, je viens de Paris 8, Saint-Denis, dont on ne peut pas dire que c'est une université qui passe pour être la plus droitière qui soit. J'ai jamais eu une seule difficulté dans mes études. Quand vous allez à ça a peut-être changé en 20 ans. Oui, ça a peut-être changé. Mais enfin bon, excusez-moi, mais quand on est dans le sud, il fait meilleur parfois que dans le nord, donc on sait où on met les pieds. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire, attendez, je comprends pas là. Quand on va à Paris 8, on sait que on a effectivement un cœur d'étudiants ou un cœur d'enseignement qui est différent, par exemple, que quand vous allez à Assas. Donc on va pas non plus crier au scandale. Maintenant qu'il y a une enquête pour savoir si effectivement on est congruent et que les chercheurs sont congruents par rapport à ce qu'ils souhaitent montrer dans leur cœur de métier, ça c'est effectivement quelque chose qu'on peut explorer quand on a à le dénoncer comme la ministre le fait. Oui, alors dans le même registre, vous êtes maire de Poissy dans les Yvelines. Il y a quelques jours dans votre département, à Trappes plus précisément, un enseignant a demandé à quitter l'éducation nationale, se sentant menacé pour des prises de position, qui est notamment après la mort de Samuel Paty. Il dénonce une emprise communautariste et islamiste. Comment faites-vous, vous, dans votre ville ? Alors d'abord, je veux simplement dire que quand un enseignant est en danger ou se sent en danger, il faut aussi se poser un certain nombre de questions. Il faut effectivement le soutenir. Ça, c'est la première chose qu'on doit mettre au-dessus de tout. Ensuite, on va aller investiguer, enquêter. Je pense que sur Trappes, on a un beau laboratoire d'enquête sur ce sujet comme sur d'autres. Pardonnez-moi de le dire, mais à Poissy, j'ai pas de difficulté. Je touche du bois, on n'a pas de difficulté. On n'a pas de difficulté. Moi, je suis un enfant des quartiers. J'ai grandi dans les quartiers. Ce que je fais à Poissy, c'est que... On disait un peu la même chose de Conflans-Sainte-Honorine, qui est pas très loin de Poissy, d'ailleurs. Et Samuel Paty a été tué là-bas. Oui, c'est pour ça qu'il faut être très humble et très modeste par rapport à cela. Je réunis l'ensemble des cultes une fois par trimestre pour les écouter, pour les faire remonter leurs doléances, leurs problématiques, quels qu'ils soient, sans aucune stigmatisation. Vous savez... Quand on aime les gens, qu'on les respecte, en général, ils vous le rendent. Mais on est à l'abri de rien, et on l'a vu la semaine dernière. On a une bande de petits cons qui ont jeté des cocktails Molotov, ça a embrasé. Le guet-apens, c'est ça, par une cinquantaine d'individus. Et c'est pas plus, pas moins, malheureusement, que ce qui se passe habituellement pour les forces de l'ordre. Simplement, cette fois-ci, en réponse à une totale idiotie d'un défenseur de droit qui a décidé d'expérimenter des zones de non-contrôle dans les quartiers, eh bien, les policiers, plutôt que de mettre le doigt sur la couture, ont décidé de faire vivre cette vidéo, et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, Poissy a été montré du doigt. Là, on avait plutôt l'habitude d'être pris en exemple. Carl Olive, est-ce que vous pensez que cette agression, justement, elle a pu avoir lieu à la suite de votre décision de suspendre les allocations, les aides municipales aux familles de mineurs délinquants que vous aviez proposé 10 jours plus tôt? J'en ferai pas pour le coup, j'en ferai pas ma religion. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont pas bien saisi le fait que je ne touchais pas aux allocations familiales, mais que j'étais dans un contrat gagnant-gagnant. Et quelqu'un à qui je donne, pardonnez-moi, 30 € pour aller faire du sport, il n'est pas question que dans le même temps, il aille péter des abribus. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré une bonne partie de ces jeunes, de leurs parents, de leurs grands frères. Samedi, j'étais avec une trentaine de mamans qui font partie des quartiers pour discuter. Vous savez pourquoi? Parce que les mamans sont ô combien respectées par leurs enfants. Souvent, les papas dans ces quartiers-là sont plus là. Ils sont parfois partis en retraite, retournés, comme on dit, au bled, ou parfois ils partent pendant 3-4 mois. Donc, l'autorité du papa n'est plus là. En revanche, la maman est très respectée. Et le retour que je peux avoir
des 2 heures que j'ai passées avec ces mamans est juste exceptionnelle parce que ces mamans nous expliquent comment ça se passe au quotidien et comprennent évidemment le sens du message que nous souhaitons faire passer. Oui, autre sujet qui inquiète beaucoup en fait en banlieue, dans certains quartiers, c'est le trafic de drogue. Plusieurs députés de la majorité et LR ont proposé la semaine dernière de légaliser le cannabis entre guillemets récréatif. C'est une bonne idée pour vous ou pas? C'est pas du tout ma volonté. Ouais. C'est pas du tout ma volonté parce que encore une fois, si on lutte et qu'on conquiert nos territoires mètre par mètre carré, jour après jour, nous autres maires de terrain de France, c'est pas entre guillemets pour aller recréer des zones de non-droit parce que aujourd'hui, on n'a pas le droit des zones de non-droit pour aller légaliser le cannabis. Mais enfin, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi dans nos quartiers. Je pense qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont ce qu'elles sont. On peut certainement les améliorer, mais arrêtons de partir dans tous les sens. Faisons confiance aux maires de France, aux préfets, et regardons le pouvoir que nous pouvons avoir pour régler ces sujets-là. Vous savez, moi je viens du sport. Oui. On est dans le jeu ou on est en dehors du jeu. Quand on est en dehors du jeu, on est hors jeu. Quand on est hors jeu, il y a une sanction. Encore faut-il connaître les règles. Oui. Et le problème, il vient peut-être de là. Les règles pour notamment... Pour des règles mais des règles de tout à chacun dans notre société. Oui. Aujourd'hui, on fait semblant de connaître les règles, et comme on ne les connaît pas, que font souvent les uns et les autres qui sont au pouvoir? Parfois on les interprète. Ouais. Chez moi, on n'interprète pas les règles, on les applique. Bon, d'un mot aussi sur les quartiers et sur les banlieues. Depuis des années, on dit toujours, attention, c'est une cocotte minute, ça va exploser. Et aujourd'hui, où en est-on? On est tous fautifs, monsieur Roger. Ouais. Il faut balayer devant sa porte. Les maires, l'État, les bailleurs. On a un vrai sujet aujourd'hui. Encore une fois, je vous le disais, moi je suis né dans un quartier populaire à Poissy qui est magnifique, qui s'appelle la Coudray. On a réussi à retrouver une mixité sociale en faisant tomber les bars, tomber les immeubles, et en recréant la mixité sociale en mettant de l'accession libre. On a un problème de peuplement. Aujourd'hui, on voit arriver sur nos territoires des populations très précaires qui viennent de je ne sais d'où, de l'ensemble d'Île-de-France, qui ne connaissent pas les codes. C'est le préfet qui répartit. Pas seulement. C'est pour ça que je dis qu'on est tous, et j'apprends par exemple que on a des appartements qui accueillent des sorties de détenus, d'anciens détenus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le RAID il y a 3 semaines, et je ne suis pas au courant. On a un problème de peuplement. Si on veut s'en sortir, il faut faire confiance aux maires. Et les élus ne sont pas informés suffisamment tôt. Ah non, pas du tout. Mais attention, on est aussi responsable. Moi, je veux évidemment baisser ces barres, les faire tomber, etc. Mais qu'on m'impose pas derrière les populations qui viennent chez moi, parce que ces gens-là ne les connaissent pas. Oui, Carl Olive, vous avez quitté LR il y a 2 ans, hein, c'est ça, me semble-t-il. Vous êtes toujours un homme de droite. Est-ce que vous pensez, comme Gérard Larcher, qui a réaffirmé hier, que le futur candidat de la droite en 2022 ne sera pas forcément un adhérent des Républicains? Je suis un homme de droite, social, humaniste et populaire. Quel bonheur d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on a à faire et d'être très clair pour mettre ses actes en face de ses mots. J'ai une relation qui est une relation amicale avec le président de la République, comme avec le président du Sénat, comme avec Xavier Bertrand. Moi, je suis quelqu'un qui aime certains vont dire que vous mangez à tous les râteliers. Alors, vous savez, quand on aime la France, Patrick Roger, et que quand le dédoublement des classes est fait dans nos quartiers, j'applaudis dès demain. Quand ma DGF, ma dotation globale de fonctionnement, baisse, alors que je fais 25% d'économie de fonctionnement dans ma commune, je crie au scandale. Ça s'appelle aimer la France. Ça s'appelle être profondément ancré dans ce pays qui gagne. Maintenant, pour répondre à la question de monsieur Larcher, s'il y a un candidat qui effectivement émerge et dont la droite pense qu'elle peut apporter une alternative... Mais qui n'est pas adhérent aux Républicains, Xavier Bertrand par exemple. Exactement, je dirais peu importe. Mais enfin, aujourd'hui, s'il y avait une élection... Qui mettriez-vous à gauche, qui mettriez-vous à droite pour empêcher Marine Le Pen d'être au 2e tour? Moi, je veux bien qu'on prenne les paris. Encore faut-il avoir une alternative qui tienne la route. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut surtout pas réitérer ce qui s'est passé en 2017. Parce qu'en 2017, c'était la machine à perdre. Lorsque M. Fillon est sorti premier de la primaire, eût-il fallu être tous derrière M. Fillon. Mais encore eût-il fallu que M. Fillon fût irréprochable. Et donc, la machine à perdre s'est mise en route. Si on pouvait avoir une autre alternative que Marine Le Pen au 2e tour, évidemment qu'on pourrait signer dès demain. En tout cas, c'est mon sentiment perso. Allez, dernière question avec Cécile Ménibus. Oui, je vais revenir sur cette demande de 64 sénateurs qui demandent à Emmanuel Macron de réexaminer la demande de réouverture des restaurants, vous savez, à l'heure du déjeuner, et plus la possibilité d'aller quand même, après 18h, faire du click and collect dans les restaurants. Est-ce que c'est favorable pour vous? Est-ce qu'il faut pousser cette proposition? Cécile Ménibus, le vrai sujet, c'est un problème d'entrée
d'entrée et de sortie, de gestion des flux. C'est pas le problème à l'intérieur du resto, comme c'est pas le problème à l'intérieur de nos cinémas, comme à l'intérieur de nos théâtres ou à l'intérieur de nos stades. C'est l'entrée et la sortie du stade. Et là, on a besoin, encore une fois, des maires, mais aussi de nombreux bénévoles et pas tout attendre de l'État, avoir des compagnies de CRS ou des polices, etc. Il faut que ça vienne aussi du terrain. Si demain, on est capable de gérer les files d'attente, respecter les gestes barrières avant d'entrer au resto et après être sorti au resto, comme avant d'entrer au ciné, après être sorti du cinéma, alors je pense qu'on sera un peu plus entendu qu'à l'heure actuelle. Mais faut le dire, je vois pas. Mais c'est beaucoup... quoi? C'est la discipline du citoyen en fait que vous remettez en cause. Évidemment que c'est la discipline du citoyen. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Juliette, votre collègue. On voit bien le week-end à Paris, vous avez des magasins de vêtements, il y a des files d'attente qui sont en fait des clusters à l'extérieur sur Rivoli, etc. Enfin, je veux dire, c'est le vrai sujet, il est là. Est-ce qu'il faut un flic derrière chaque Français pour expliquer que les gestes barrières sont très importants pour faire reculer le virus? J'en suis pas convaincu. Merci Carl Olive, maire d'hiver droite de Poissy. On n'a pas eu le temps de parler du PSG qui a perdu hier soir contre Monaco. Mais quand on est battu par plus fort, il faut le dire. Bravo Monaco. Et si le PSG est champion d'Europe cette année, moi ça me dérangera pas d'être troisième ou second du championnat. Bon, d'accord. Attention, oui, c'est ça, parce que sinon quatrième, plus de C1, plus de Ligue des Champions. Mais Monaco était très fort hier. Ça serait bien d'avoir les deux. Merci. Allez.